Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ici à Ouagadougou, au quartier Ouantega. C'est un quartier important de la capitale du Burkina Faso. Et ici, nous sommes dans l'antre, dans la tanière, je dirais, d'un géant. Il n'aime pas qu'on le dise parce qu'il est modeste. Stanislas Spero Adotevi, ou Spero Stanislas Adotevi plutôt, ancien ministre de la Culture, c'est un philosophe, homme de lettres, homme politique, géant de la culture du continent. Et je vais m'entretenir avec lui. Je vous propose de venir avec moi dans sa véritable tanière. Merci de nous recevoir ici, chez vous à Ouaga, dans votre tanière. Nous sommes dans le célèbre quartier, Ouatenga. Ouatenga, c'est ça. Et ça s'appelle pourquoi Ouatenga d'ailleurs? Les enfants nous l'ont expliqué, c'est le quartier des femmes divorcées. D'accord. C'est ça. Et ils étaient émancipés déjà, on peut parler de ça si le divorce signifie émancipation, moi je crois. De toute façon, c'est des femmes, n'est-ce pas, qui étaient libres, qui ont pris la décision d'être à leur propre compte. Alors si votre histoire était un long fleuve tranquille, je suis tenté de dire qu'elle commence le 4 février 1934 à Lomé. Non, il n'y a jamais de fleuve tranquille. Oui. Vous êtes né à Lomé. Une vie humaine est une vie existentielle, faite de problèmes, de difficultés, mais aussi de joie, de moments de bonheur, c'est évident. Donc disons que ne mélangeons pas, ne faisons pas du linéaire. Prenons la vie comme elle est. Je crois que j'ai été heureux. Je crois. 4 février 1934, à Lomé. Et mon père était responsable de la compagnie John Warden. Oui. Je ne sais pas si ça existe toujours. En tout cas, au Togo, au Ghana, elle existait. Et il était directeur régional pour l'Afrique pour le Dahomey Nord et jusqu'à Fatangoma. N'oublie pas que beaucoup de Béninois, Borna par exemple, Maga, étaient... L'ancien président. Oui, étaient des volcaïques. Oui. N'est-ce pas? Donc, il y avait une sorte de fusion entre ces colonies, on peut en parler si tu veux, et les populations. C'est beaucoup plus tard, avec l'indépendance, que nous avons des cassures, des machins comme ça. En tout cas, voilà le commencement d'une partie de mon existence liée à ma famille, à mon père et à ma mère. Alors, souvenir, donc vous êtes né à Lomé. Pourquoi Lomé? Alors que vous êtes béninois, enfin, Dahomey à l'époque, mais... Non. Je suis togolais au départ. Oui, vous êtes togolais au départ, voilà. Mais mon père était à Jean Wadem, il a été affecté au Bénin, et c'est comme ça que nous sommes devenus tous des Dahoméens. D'accord. Le Bénin, au Dahomey, nous sommes tous devenus des Dahoméens. Apparemment, il y a mon frère John et moi, nous sommes togolais. Les autres, Francis et Félicien, étaient Dahoméens. D'accord. Vous voyez la fusion, comment ça se passe? Oui. De mélange, d'alchimie. Bon, alors oui. Et l'enfant à l'Otevi, il était quoi? Il était turbulent? Oh, j'étais pas un saint, hein, j'étais pas un saint. J'étais un bon élève, je crois. Je crois que j'étais un bon élève. J'ai passé mes classes normalement, tranquillement. Puis après, j'ai été au séminaire. J'ai été au séminaire avec les Ganti, Nestor Sogba et tout ça. Ganti, quand vous dites Ganti, c'est le fameux cardinal. Cardinal. Le cardinal, c'est ça. Et puis bon, après, j'ai continué à Dakar, puis ensuite en France, etc. À l'ENA. Vous êtes normalien. Oui, c'est ça, école normale. Et vous avez, comme condisciple, vous avez eu qui, par exemple? Comme condisciple, j'ai eu, par exemple, il y en a beaucoup. Bon, j'ai été l'élève d'Althusser. Louis Althusser. Il s'est suicidé, vous savez. Il ne s'est pas suicidé, c'est-à-dire qu'il a tué sa femme. Il a tué sa femme. Il a tué sa femme, puis après, bon. Le philosophe. Et en quelque sorte, il a tué la branche sur laquelle il était assis. C'est ça. C'est une histoire tragique, enfin. Moi, je l'aimais beaucoup. D'ailleurs, il a fait un très beau texte sur mon négritude et négologue. Oui, on en reparlera. On en reparlera. Je n'ai malheureusement pas retrouvé le texte, mais je le retrouverai un jour.
Oui. Alors vous êtes à la fois anthropologue, homme Non, de je suis professeur de philosophie. professeur de Et philosophie. d'anthropologie. C'est venu À Paris comment? d'abord. C'est arrivé comment? Dans le cursus universitaire. Oui. Puis à Paris 7, puis ensuite à Dakar, ici, et puis ensuite dans certaines universités africaines. Voilà. Vous êtes aujourd'hui en train de blanchir sous le harnais ou le harnois, le de se disent. Souvenir, qu'est-ce qui vous a marqué pendant toute cette période-là de votre vie d'enseignant, de philosophe? D'abord, premièrement, la relation avec mes élèves. Oui. Deuxièmement, j'avoue que j'ai été au Bénin, au Dahomey. Oui. Disons le Dahomey parce que c'était le Dahomey à ce moment-là. J'ai été très heureux avec mes étudiants. Très bon. Et aussi, ma vie s'est faite là-bas, une bonne partie de ma vie, jusqu'à la mort de Micheline, Oui. ma femme, ma première femme. Donc, c'était des moments de joie. Et aussi, j'ai eu des... Ah, il est vrai que, bon, j'ai fait de la politique. Voilà. Et je ne sais pas si j'ai été très heureux en politique. Mais enfin, de toute façon, j'ai pris ma part. J'ai participé à la vie politique de notre pays. On en reparlera, mais comment un Togolais né à Lomé, donc citadin si je puis dire, mais originaire du Bénin, se retrouve finalement au Burkina Faso? Mais c'est facile. Ah, ça c'est... au Burkina Faso, parce que j'ai été représentant ici au Burkina Faso. De l'UNICEF? D'abord, du CRDI, c'est une ONG Canadienne? Oui. Et qui s'occupait du développement pour la recherche. Et j'ai été responsable régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Après, j'ai été directeur régional de l'UNICEF. Et c'est ici que j'ai pris ma retraite. C'est ça. Nous allons parler de l'homme politique. Quand René Dumont dit, que vous avez connu, René Dumont. Oui, mais que je n'aime pas beaucoup. Que vous n'aimez pas beaucoup, ça je ne voulais pas le dire. Quand il dit que l'Afrique est mal partie, vous pensez quoi? Ça ne veut rien dire, ça. Mais tous les pays partent, ils ont des difficultés, des machins. Donc, il a voulu faire de la démagogie. Ça a pris à un moment donné. Quelqu'un lui a répondu dans la salle, l'Afrique est mal partie parce qu'elle a été mal lancée. Bon, comme on veut. Dans tous les cas, je sais, ce qui est certain, c'est que on n'a pas... Le problème, c'est qu'elle est mal partie parce que les Africains attendent trop d'ailleurs. On ne partira jamais si le cerveau n'est pas décalulé, si le cerveau n'est pas régénéré, si nous ne croyons pas en nous-mêmes. Voilà ma position. Bon, on dira que c'est des mots, oui, si on veut, mais c'est la vérité. C'est des mots qui expriment une vérité. Tant que nous n'aurons pas confiance en nous-mêmes, on ne bougera pas. On va parler de l'homme politique. Oui. Si on veut faire le bilan de votre carrière politique, oui. Vous direz quoi? Ça a été utile? J'ai pris, comme je l'ai dit, j'ai participé. J'ai eu une part, ma part. Et je ne regrette pas. Et je crois, j'ai été à des endroits où j'ai pu parler et on a pu m'écouter. J'ai eu des amis politiques et tout ça, qui ont joué un rôle important, dont Sankara, dont je garde la mémoire. Et puis, des jeunes avec qui j'ai continué à dialoguer, n'est-ce pas? Je ne crois pas que... Oh, c'est pas parfait. Mais je crois qu'il y a eu quelque chose de positif dans la démarche, dans le mouvement. Vous êtes un homme de gauche, ça on peut le dire. Totalement, totalement. Même si vous portez des pochettes, la pochette c'est plutôt de droite. Ça n'a rien à voir. Si on veut parler de ça, c'était pour vous titiller. Mais vous avez quand même, à l'époque, il n'y avait pas de démocratie dans un pays comme le Bénin. Comment vous, l'intellectuel, vous acceptez de faire partie d'un parti unique, d'être membre d'un parti unique? Où? Au Bénin, par exemple. Je ne suis pas membre du parti unique du Bénin, je ne sais pas. Aujourd'hui? Non, à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de démocratie, je veux dire. Ah, bon. C'était un débat, c'était un grand débat entre les étudiants.
qui était en France, et De la FEANF, notamment. et nous qui étions rentrés. Le débat était le suivant, c'est deux engagements différents. Quand on est en France, les problèmes ne sont pas les mêmes. En France, on a affaire au colonial direct, n'est-ce pas? Mais en même temps, dans un milieu qui est démocratique. En Afrique, ben, le parti était là. Si nous voulons jouer un rôle, ben, on rentre dans le parti. Mais moi, je n'étais pas rentré dans le parti. Moi, j'étais en dehors du parti. J'étais hors parti. Il y a des gens comme Théodore qui ont pris position. Albert Théodore, qui ont pris position, et qui sont rentrés dans le parti tout de suite. Il y a des gens comme de Tchénou, des gens qui ont pris position. Mais moi, j'étais dans aucun parti. Vous avez flirté avec les régimes, je ne dirais pas des régimes qui ne sont pas forcément démocratiques. Concrètement, je ne comprends pas très bien cette question. Mon inquiétude. Parce que si on veut travailler, oui. on ne peut pas travailler seul. Donc, il est évident que j'avais des amis, mais nous avons essayé de créer un parti de gauche. Qui était interdit. Simon Ogouman, mais c'était des marxistes-léninistes déjà à l'époque. Nous étions là, oui, c'est ça. Oui. Mais moi, j'étais marxiste-léniniste. Oui, au départ. N'est-ce pas? Avec une liberté de mouvement, une liberté de pensée qui était propre à moi. Et que peut-être certains camarades marxistes n'acceptaient pas. Mais en tout cas, de toute façon, je pensais qu'il fallait un moteur de réflexion. Et là, effectivement, en tant que tel, j'ai choisi cette voie-là de discours d'explication. Mais pas de, comment dire, je n'étais pas embrigadé. Je n'étais pas prisonnier j'étais prisonnier d'aucune idéologie. Vous étiez un esprit libre, on peut le dire ça comme ça. Bon, je te l'accorde. Voilà. Alors, quand on parle d'Alotevi, du professeur Alotevi, on pense aussi à quand même Sankara. Thomas Sankara, vous l'avez connu ici à... Non, c'était un ami à moi, c'était ouais. un ami, Oui. et j'étais très lié à lui. Parce qu'il indiquait une voie VOIX, barre VOIE. C'est-à-dire un chemin. Et en même temps, un autre discours. Bon. Comment vous l'avez connu? Un jour? J'ai connu tous les deux ensemble. Blaise comparé. Et lui. Oui. En fait, je l'ai connu par un de mes cousins qui s'appelle Christian Nordor, qui a été élevé qui est ghanéen, qui était ambassadeur du Ghana ici, mais qui a été élevé par ma mère au Bénin, au Dahomey. Ma mère qui était une cousine de sa mère. Et nous étions donc par le lien du sang, n'est-ce pas? On se fréquentait. Et c'est comme ça qu'on a rencontré les deux là. Puis plus tard, Rawlings et tout. Il vous écoutait beaucoup, Thomas Sankara. Vous êtes, on peut le dire, peu de personnes le savent, vous êtes l'auteur de son fameux discours devant les Nations Unies. Je viens d'un pays... Fredonné, c'était quoi? L'inspiration, c'était quoi? Ça, j'en sais rien. Oui. Mais c'était de vous, le discours, à l'époque. De toute façon, c'est ce qu'on a dit. Oui. Vous êtes bien modeste. Hein. Non, c'est vrai que j'ai contribué à écrire beaucoup de discours. De Thomas Sankara. Et qui sont restés, qui sont demeurés célèbres. Oui. Voilà. Vous connaissez les deux, Thomas Sankara et Blaise Compaoré? Tous les deux, nous étions amis. Tous les trois, nous étions amis. Oui. Est-ce que vous avez vite senti que ça n'allait pas aller entre eux? Ça a commencé, oui, assez tôt. Disons, je ne sais pas exactement. Je crois que finalement, l'un était beaucoup plus... L'un voulait le pouvoir par réalisme. Ça, c'est Blaise Compaoré? Oui. Et aussi, peut-être aussi, par des amitiés contingentes. Oui, j'ai des influences extérieures, vous le dites. J'en sais rien. Sûrement. Mais cela dit, c'est beaucoup plus tard. Il a dit au début d'ailleurs qu'il regrettait, qu'il a été malheureux de la mort de Sankara. Il vous l'a dit, Blaise? Il me l'a dit à moi. Il l'a dit. Et il l'a dit publiquement d'ailleurs. Bon, puis après, il s'est organisé, puis c'est tout. Bon, on peut le dire, la révolution tue tous ses fils, même les plus valeureux. Peut-être qu'il a eu la chance de mourir avant de dévier Sankara. Mais je ne crois pas.
Oui, c'est la révolution qui avale ses enfants. Ben, c'est trop facile, n'est-ce pas? Mon père est resté révolutionnaire toute sa vie. Oui. On peut y croire. Mais moi, je crois que Sankara aurait continué. Et il serait mort. Et il est mort à cause de cela. Quel regard vous Parce que avez... finalement, il faut dire une chose. Ils étaient donc 4, en fait. Il y avait Lingani, Lingani, il y avait Zongo, Zongo, il y avait lui. Donc, ils sont tous morts. oui. Sauf Blaise, au moment où nous parlons. Et quand vous posez un regard sur la vie politique du continent, vous qui êtes aussi panafricaniste, on ne l'a pas assez souligné, est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous avez toujours vous avez de l'espoir, vous avez de l'espérance? Dites-moi. J'ai un livre, d'ailleurs, j'ai déjà parlé, j'en ai parlé aux autres gens-là, qui va paraître bientôt, sous le titre « Car demain, l'aube viendra ». Ouais. C'est une phrase que Churchill a prononcée. Churchill, oui. Oui, Ouais. pendant que l'Angleterre était bombardée Oui. par l'aviation allemande. Et je crois que je reste convaincu. Je mourrai certainement avant, peut-être. Ça n'a aucune importance. Mais les jeunes continuons. Ils savent. Ouais. Écoutez, je suis dans un quartier pauvre ici. Je l'ai dit plusieurs fois, une fois à Blaise, faites attention parce Blaise Compaoré, que président. quand les gens manifestent ici, ils disent tous Sankara, Sankara. Oui. Donc, il n'est pas mort, Sankara. Il est tout vivant. C'est ça. Vous parlez de Churchill tout à l'heure, mais Churchill, on peut gagner avec lui. On a appris quand même qu'on peut gagner la guerre et perdre les élections qui vont suivre. Mais ça, c'est autre chose. Ouais. C'est autre chose parce que simplement, il était un peu cinglé. Ouais. Churchill, c'est un homme de culture, c'est un homme de machin, c'est un romantique, c'est un machin. Donc, au fond, aux élections, à la deuxième élection, ben, il a fait le fou, quoi, c'est tout. Oui. Il est responsable de son échec. Oui. Ça me permet de parler de politique, de culture en même temps. Votre modèle, je dirais pas votre modèle, est-ce que vous avez un livre de chevet? Oh, ben écoute, je lis beaucoup. Je lis beaucoup l'Antiquité, etc., tout le reste et tout ça. Bon, un livre de chevet, vraiment personne. Je lis beaucoup les livres. Je lis beaucoup la poésie, je suis très poète. Ouais. Quoi? C'est quoi? C'est Ronsard? C'est Ah, Baudelaire? non, pas Ronsard. C'est quoi? Je lis. Victor Hugo est Oui. un de mes modèles. Et je lis beaucoup Sartre, je lis beaucoup. Dru La Rochelle? Dru La Rochelle, je lis beaucoup, mais attention, Dru La Rochelle est un homme de droite. Oui. N'est-ce pas? Mais un Dru La Rochelle qui a fait un choix de folie. N'est-ce pas? Qui est. Non pas parce que. Tout simplement par amitié. Ils étaient liés. C'est un groupe surréaliste. Breton, La Rochelle. Je suis très surréaliste. Je suis très lié au surréalisme. Et c'est une poésie qui m'a beaucoup, qui m'a donné beaucoup de choses. Donc, ce groupe-là, je le connais assez. Et donc, le Dru de Rachel, c'est par amitié qu'il a fait ses choix. Je crois qu'il était très lié à Aragon, à Sartre, etc. À Aragon, pardon, à Breton. Vous avez écrit un livre, plusieurs livres, hein, on parlera tout à l'heure de négritude et négrologue, mais vous avez écrit un livre, De Gaulle et les Africains. Oui, tout simplement parce que je veux voir la relation que De Gaulle avait avec les Africains. Alors justement, cette relation, c'était quoi? Pour moi, ce n'est pas des relations d'amitié, hein. Oui. C'est des relations d'intérêt. C'est ce que vous dites, oui. C'est ça. De Gaulle, c'est un colon. Le jour où les Africains comprendront qu'un État n'a pas d'amis, mais des intérêts, là, ils sont moins idiots. Ils sont beaucoup moins idiots. Un État n'a pas d'amis. Il a des intérêts. Oui. Point final. Et c'est pourquoi, finalement, il y a Macron. Mais Macron s'est fait battre, là, récemment. C'est bien fait pour lui, d'ailleurs. Aux législatives. C'est bien fait. Parce qu'il s'est prenait pour... Jupiter, on dit. Comme en France, oui. Bon. De Gaulle, vous l'avez connu? Ah oui, j'ai été reçu par lui. Malraux aussi, plusieurs fois. Mao Tse-tung, là, etc. Pendant ma vie politique. Et vous insistez là-dessus, De Gaulle, c'était pas s'il accordait
Deffer, déjà, Gaston Deffer, je crois que c'est Deffer qui disait déjà à un moment, dans les années 50, si nous n'agissons pas vite, nous serons à la remorque des événements. On parlait des indépendances africaines. Donc, Il a vite compris. il a vite compris. Et De Gaulle, en fait, si vous prenez par exemple en 58, la Guinée dit non à un fameux référendum, et De Gaulle se fâche. Donc ce que vous dites dans De Gaulle et les Africains, c'est que De Gaulle n'a pas accordé une indépendance de manière... c'est pas la charité. Pas du tout, voilà. non. C'était calculé. Vous me suivez, ou bien simplement, voilà. Oui. Puis après, il a négocié avec les Senghor et tous les autres, etc. Bon, puis finalement, il y a eu la communauté, il y a eu tout le reste. Hein? Ça. Et puis l'indépendance. Bon, mais sans cela dit, nous avons dit, quand nous étions étudiants, l'indépendance formelle, c'est vrai, parce qu'elle n'avait pas de substrat, de substratum. Mais finalement, bon, à partir du moment où elle est accordée, comme on me le disait autrefois, je crois que c'était le docteur Zinsou, nous n'allons pas sauter par la fenêtre alors que la porte est ouverte. C'est juste, c'est tout à fait vrai. Donc, mais seulement, il y avait derrière cette, on le sait aujourd'hui, un discours létal qui nous maintenait prisonniers, qui nous maintenait esclaves. Spiro, à l'OTV, c'est aussi négritude et négrologue. Oui. Vous dites quoi dedans? Un livre? Vous êtes auteur. Tu as dû le lire. Oui, bon, vous dites quelque part, je me souviens de mémoire d'étudiant, la négritude senghorienne est une physiologie qui s'abîme dans la métaphysique. Qu'est-ce que vous avez contre la négritude senghorienne? Non, parce qu'il y a deux choses. Il y a Senghor et Césaire. Oui. Quand vous les avez connus? Tous les deux, tout le groupe. Et ce que je reprends, c'est d'abord n'avoir pas été jusqu'au bout pour Césaire. Quand on a dit ce qu'on a dit, San Francisco, etc., ils étaient prisonniers des Martiniquais. Ils ont fait souffrir les Martiniquais. Ils ont vraiment fait souffrir. Je l'ai rencontré à Martinique, c'était formidable. Dans quelle année, la première fois? Dans les années 40, 50, vous l'avez? Non. Plusieurs fois. À Paris d'abord, avec une amie qui s'appelle Kesslo, qui était mon assistante à Paris 7. Une critique littéraire de renom. Puis quand j'ai distribué. Puis ensuite, même Marie Scondé, tu sais, c'est moi qui ai publié son premier livre. Oui. Le livre Emma Colomb. Oui. C'est moi qui ai publié ça. Avec Robert Jolet, dans la collection. Parce que vous étiez éditeur aussi. Oui. Bon. Et Senghor? Senghor, je l'ai connu à Dakar. C'est merveilleux. On a eu de très très bons rapports parce qu'il a compris. En fait, il me l'a expliqué d'ailleurs. On ne pouvait pas aller plus loin que vous. Il fallait aller. Nous avons commencé, continuer. Et il m'a nommé comme directeur des études à l'université des Mutants. Une université, espace ouvert. On bavardait, les gens venaient, discutaient, apportaient. Une sorte d'auberge espagnole où chacun mangeait ce qu'il apportait. Voilà. Mais vous l'avez critiqué aussi. Qu'est-ce que vous lui reprochez sur le plan de la pensée? D'abord, de n'avoir pas été jusqu'au bout et d'avoir été un peu victime d'un système archaïque. C'est-à-dire? C'est le colonial. Parce que finalement, il y avait Lamine Gueye et lui. Oui. Mais il a choisi. Les Européens, j'étais à Dakar quand il y a eu les élections. Il a choisi plutôt les Blancs, qui étaient des colons racistes en ce moment-là, n'est-ce pas, ont soutenu Senghor contre Lamine Gueye. Donc finalement, c'était un choix. Mais en fait, c'était un calcul de sa part. Après tout, pourquoi pas? Et si vous avez la possibilité, aujourd'hui, quand on parle de l'héritage de Senghor, vous pensez quoi? Une pensée, il a développé une pensée, il a essayé d'apporter quelque chose, il essaie de... Il croyait en quelque chose. Et de toute façon, on a beau dire n'importe quoi, quand même, il était différent
des présidents tueurs que nous avons eus en Afrique. Oui. Hein? Il y a eu quelques prisonniers politiques quand même chez lui. Hein. Oui, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu des prisonniers politiques, oui, c'est vrai. Mais finalement, bon, il y a eu, regardez un peu l'éventail, la différence entre lui et certains chefs d'État africains que nous avons connus à cette époque-là. Vous parlez très peu des États-Unis. Vous êtes focalisé sur sur la France, le monde francophone. Non, non. Pourtant, vous avez connu les États-Unis. Vous avez... Oui, mais pourquoi? Mais je ne parle peut-être pas, non. Je parle très bien des États-Unis parce que. Non, parce que la question ne m'a pas été posée. Oui. Je dis dans vos œuvres, vous n'avez pas écrit. Oh, sûrement, j'ai dû écrire. De toute façon, je ne considère pas les États-Unis comme un pays démocratique. D'accord. Car il n'est pas normal qu'on parle de démocratie lorsque ce n'est pas la majorité qui élit le président, mais les grands électeurs. C'est pas normal. Ça c'est pas normal. Bon, il est évident que la démocratie, en ce sens où la liberté de parole peut exister, mais on peut dire n'importe quoi. La liberté de tuer aussi existe. Ce qu'on voit actuellement en ce moment. Tout à l'heure, vous parliez de Mao Tse-tung. Ah, oui, Mao, c'était un grand homme. Vous l'avez vu? Je l'ai vu personnellement. Vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré, je ne me rappelle plus en quelle année. Souvenir. Non, ça, je ne me rappelle pas du tout. Oui. Je l'ai vu 2 ou 3 fois. Et je suis allé également. Je suis un homme, était un homme très puissant. C'était un homme très puissant. C'est lui qui a tenu la maison au moment où ça... La tanguait. Non, l'histoire de la révolution culturelle. La révolution culturelle. C'était quand même très dur. Très dur, oui. Des centaines, des milliers de morts. Bon, peu importe. Voilà. De toute façon, ça a permis à la Chine de devenir aujourd'hui le pays qu'elle est. C'est un pays puissant, avec un système qu'il faut essayer de comprendre. En tout cas, aujourd'hui, la Chine est une grande nation. Et ça, peut-être que la révolution culturelle y a contribué. À épurer. Je me rappelle toujours, je lisais Le Monde un jour, le lendemain, il a traversé à la nage le fleuve, là, je ne me rappelle plus. Oui, Yangtze. le fleuve Yangtze. Je crois, je suppose. Peu importe. Et le lendemain, la révolution culturelle a commencé. J'ai lu ça dans Le Monde. J'étais en France en ce moment-là. À l'époque de la bande des 4. Ça, c'est encore une autre chose, c'est encore un autre problème. Ouais. Oui, je veux dire qu'au procès de la bande des 4, on s'est quand même rendu compte que ce n'était pas forcément une démocratie, la Chine. Oh, écoutez, ne parlez pas de démocratie. On me fatigue avec cette histoire de démocratie. Où c'est la démocratie? Où trouve-t-on la démocratie? La démocratie, bon, c'est bien. Bon, alors, ça veut dire quoi? Le peuple, le pouvoir du peuple. Mais l'important de la chose, il y a les élections, il y a le peuple souverain. Et ça, c'est important, le souverain. Bon, et ça, c'est pourquoi les élections sont toujours indispensables et utiles. On les trucs, parce qu'on a besoin de trucage pour se dire légitime. Mais cela dit, ce n'est pas mauvais de faire des élections. Mais cela dit, il faut se battre pour tenir en main le système. Tes proches, si tu devais parler d'eux. Je suis assez heureux de mes enfants, je crois ils sont gentils. Il y a 2 filles aux États-Unis. Il y a 2 filles aux États-Unis. On peut les citer, les prénoms? Dika et puis Irina. Et un garçon qui s'appelle Stan Junior, qui est musulman. Qui est musulman, oui. Vous avez toujours été tolérant, oui, c'est connu. Oui. J'ai une famille ici. Une famille ici, parce que j'aime beaucoup ce pays. Oui. C'est un pays de garçons travailleurs, de machins, qui cherchent leur voie. Et j'avoue vraiment que ce qui se passe en ce moment, il n'est pas évident que... c'est un peu triste, la situation. C'est mort, tout ça. C'est douloureux. Ici, au Burkina, on fait des élections. Oui. Un président démocratiquement élu. Et puis, 6 ans après, on le renverse. Mais il est renversé, coup d'État. Mais le problème, c'est que tu n'as pas la rue qui bouge. C'est un peu comme si mais est-ce que les gens ne sont pas fatigués? Les gens ne sont pas eux-mêmes fatigués un peu? Vous parlez des populations. Ils sont fatigués des élections, de la gouvernance.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, si on ne leur donne pas, si le peuple voit les choses passer, se répéter, à un moment donné, il se lasse. Il y a la lassitude. C'est dommage. Et j'aimerais ne pas avoir à parler de cette affaire-là, de cette situation, de la situation actuelle. Parce que ce pays ne mérite pas ça. Vous êtes un peu amer quand même. Triste. Triste. Mais pas malheureux, parce que je suis sûr que ces jeunes gens-là vont continuer. Le jour viendra. Et les États-Unis d'Afrique dont vous rêviez à l'époque? J'y crois toujours. On ne s'en sortira que si on fait ça. Mais pas les farfelus qui sont aussi sont où, ça, à l'UA là. L'Union africaine. Ils sont dans quel pays là? Addis Abeba. C'est là, Ouais. des rigolos. Pourquoi les rigolos? Ben, c'est des chefs, un syndicat de chefs d'État. Ils laissent faire. Vous imaginez? Ils laissent faire des coups de gens comme la Côte d'Ivoire. C'est normal ça. Ils prennent le pouvoir, ils violent les lois qu'ils ont eux-mêmes décrétées, et personne ne dit rien. Mais quand d'autres pays le font, ils les condamnent. C'est normal ça? Non. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le rêve devienne réalité? Mais la révolution. La révolution coupe les têtes. Et vous mais- n'aimez pas entendre parler de... Il faut couper les têtes. Mais les têtes coupées ne repoussent pas. Ça va, c'est pas grave, c'est pas grave. Espero Adotevi. Le monde est fait de milliards de morts. Là, depuis les débuts, là, depuis le Big Bang, il n'y a que des morts. Des morts. Des milliards de morts. Ça repousse. Les hommes repoussent. Alors, je plaisante. Mais dans tous les cas, il faut éviter de couper le mort. Une tête coupée, c'est une tête de trop. C'est dommage. C'est injuste, vous parlez beaucoup. Vous aimez bien C'est injuste. Ben oui, c'est beaucoup, oui. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? C'est pas une référence, c'est pas une Ah, référence non, en c'est matière de démocratie. Non, c'est de grâce. Souvenez-vous, Non. souvenez-vous, Non, si non. je peux me permettre, souvenez-vous qu'en tant qu'imprécateur du régime de la terreur en France, il n'a pas hésité à envoyer ses adversaires à l'échafaud. C'est Robespierre. Oui. Mais ils ont commencé tout. La vérité, c'est qu'il fallait couper des têtes. Ils ont coupé des têtes ont été coupées. Oui, alors? C'est pas aujourd'hui qu'on peut. C'est pas seulement aujourd'hui que. C'est pas en leur temps seulement qu'on coupe des têtes. Tu crois que la révolution de Napoléon, c'était démocratique? C'était un régime sanglant et qui tue. Non, arrêtez tout ça là. On ne m'impressionne pas du tout avec votre histoire de... Le problème, c'est de respecter son peuple. C'est tout. C'est le plus important. Spero, Stanislas Adotevi, c'est aussi quelqu'un qui a des thèmes qu'il aime bien. Par exemple, avant de venir ici, je me suis informé, les thèmes de la résistance, c'est une passion chez vous. Ouais. Les vigisto-résistants, les résistants qui n'étaient pas gaullistes, les résistants gaullistes. Ah non, les vigistes n'étaient pas résistants. Ce sont des salopards, les vigistes. Oui. Oui, ok. Mais les résistants, oui, je suis pour les résistants. Et puis il y avait des résistants communistes, les nini. Il y a aussi les nini, ceux qui n'étaient ni gaullistes ni communistes. Vous aimez bien cette période-là? Non, il ne faut pas faire des mélanges. Il y a la résistance, il y a eu des salopards qui tuaient, il y a aussi tous ceux qui étaient les anti-juifs et tout le reste, et tous ces gens-là, tous ceux qui étaient pédénistes, ce n'étaient pas des résistants. Pour vous, certains disent qu'il y a des fichisto-résistants. Non, mais c'est possible qu'il y ait eu des... Non, il ne faut pas faire d'amalgame. Les véchistes n'étaient pas des résistants. Il y a eu peut-être des résistants parmi les véchistes, mais il n'y a pas eu de résistants parmi les véchistes. Il y avait des résistants qui, à titre personnel... Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais ça n'a rien à voir avec le système lui-même, le système, qui était un système qui a décidé de conduire à la mort tous ceux qui étaient halogènes à leur pensée. C'est ça, il y a eu Drancy, Auschwitz, il y a eu Bergen-Belsen. Bon. Oui, mais tout ça, avec tous les camps de concentration et tout le reste. Non, ce que je suis en train de proposer, je suis en train de préparer un certain nombre
d'ouvrage sur les systèmes politiques. Par exemple, Ça fait combien de temps? Oui. le système fasciste, hitlérien, et le système sans principe. On peut... le système fasciste, sans principe, sans loi, uniquement avec des voyous et une classe qui est dédiée à une personne ou à un groupe de personnes. Ou j'ai pensé également le système wébérien qui a le devoir de défendre ses frontières, le système hegelien, bien sûr, hegelien ou hegelien, qui fait de l'État la consubstantialité achevée de la nation, et puis le système stalinien qui fait de la violence sorélienne qui utilise la violence sorélienne à des fins de développement d'une nation. Oui. Voilà, ces quatre étages, ces quatre choses-là, sur qui je suis en train de me concentrer en ce moment. D'accord. J'ai déjà un certain nombre de livres à paraître. Par exemple, j'ai fait un livre sur Alphonse Allais. Oui, qui est un ancien homme politique dahoméen, Dahomey, béninois. oui, Vous l'avez connu, lui? personnellement, Ben il est très lié à lui. ouais. Il était brillant. Vous avez toujours estimé qu'il était brillant. Il était un homme intelligent et brillant. Mais après, il a... Ensuite, il y a sur Théodore, insubmersible. Un autre monument. Un monument. Entre anciens du BIT, notamment. Non, c'est pas les titres. Les fonctions n'ont pas d'intérêt. Mais ce qui a intérêt, c'est ce qu'il a apporté. Les titres n'ont pas d'intérêt pour moi. Bon, j'étais ancien de l'UNICEF. Bon. Oui. Après tout. Justement, c'est une transition trouvée. Vous avez une carrière internationale, notamment à l'UNICEF. Est-ce que ces institutions sont utiles au développement? Tout dépend de ce que les États, ce que veulent les États. On leur propose, en fait, les fonds sont là et les États doivent les utiliser à des fins de développement. Ah, le font-ils? C'est ça. Et à l'UNICEF, la réalité sur le terrain, ça a été quoi pour vous, par exemple? La réalité ici, j'ai été très heureux. J'ai beaucoup travaillé avec les gens. Vous avez parcouru des milliers de kilomètres. Oui. On a fait des pommes de terre, des machettes, des tas de choses. C'est extraordinaire. C'est nous qui avons introduit les pommes de terre ici dans ce pays. Au Burkina. Oui. Au Burkina. Et puis des tas de choses. La maraîchiculture, des tas de choses. L'eau, les femmes, les enfants. Et je me souviens, j'ai lu avant cet entretien qu'un jour, il y avait un projet de développement dans un village et c'était piloté par l'UNICEF. Spero Adotevi, c'était le patron, le représentant de l'UNICEF. Et avant de partir, pour le lancement de ce projet, vous dites à un collaborateur, faites-moi voir, redonnez-moi les grandes lignes de ce projet. Et puis vers la fin, vous dites, ah non, on ne peut pas réaliser un projet comme ça parce qu'il n'y a pas de dimension culturelle. Si on ne connaît pas les réalités du village où nous partons, le projet est voué à l'échec. Donc, d'où chez vous la dimension culturelle du développement qui est quelque chose de très important dans tout ce qu'on fait. Bien sûr. Oui. Absolument. Oui. Ça m'a beaucoup frappé. Après, on a découvert effectivement que dans des localités où on mettait, par exemple, on créait des forages dans les villages, à l'intérieur des villages. Ou bien des moulins, des machins comme ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est là qui est extraordinaire. On a fait des projets. Lorsque ces projets étaient dirigés par des hommes, faillites. Oui. Ou ils volent. Oui. Quand c'est dirigé par une femme, ça tient. Et ça tenait exactement. Absolument. Il y a eu le cas d'un forage qu'on a créé à l'époque dans un village. Et ce forage empêchait les femmes
de parcourir les 15 kilomètres pour aller au marché, pour aller au Marigot. Alors que c'est en faisant les 15 kilomètres à pied qu'elles se racontaient ensemble le problème, le moment de joie, de peine. Ah oui, Ouais. oui. Oui, mais cela dit, il fallait faire des forages. Ouais. C'était utile. Ouais. Qu'est-ce que vous regrettez de n'avoir pas fait dans votre vie? Oh, on est une vie humaine n'est jamais complète. Il y a toujours des choses. Bon, il y a des choses que je continuerai de faire tant que je serai là. Mais il y a d'autres que mes enfants, eux, continueront de faire. Ouais. Et je compte beaucoup. J'ai la chance quand même que mes enfants, ils croient quand même. Ils ont un discours. Mes propres enfants, moi, ils ont un discours qui colle avec mes rêves. Qui colle à mes rêves. Et quand vous déduisez vos rêves de la réalité, aujourd'hui, Oh, les vrais rêves sont les rêves. irréalisables, Non, éveillés. éveillés, oui. Éveillés, oui. Il faut rêver. On peut pas. Un homme qui ne rêve pas c'est pas un homme. Même les chiens rêvent. Tout à fait. Mais Eden Camara, un intellectuel, disait quand même que quand on rêve seul, ce n'est pas un rêve, mais quand on rêve ensemble, c'est le début de la réalité. Donc, peut-être. En tout cas, le rêve est nécessaire. Et les rêves éveillés, c'est des rêves impensables, impossibles. Ce sont les vrais rêves. Bien. Alors les livres, vous en avez partout ici, on les verra tout à l'heure. Quel était vos rapports? Quels sont vos rapports avec les livres? Charnel. Oui. Charnel. J'ai vu, vous avez une assistante qui prend soin de vos livres, un secrétariat où il faut répertorier les livres. Oui, oui. Oui, parce que de temps en temps, je les lis, je descends. Et les souvenirs reviennent et je reprends, etc. Vous avez lu plus d'1 millier de livres dans votre vie. 5000 au moins. 5000. Ouais. Et lequel vous a le plus marqué? Oh non, il n'y a pas de... Il y a des On en reparlait C'est un trop. moment où on lit, qu'on sent, Oui. contact charnel. Je dis, par exemple, sensuel, Oui. avec les feuilles. Les feuilles. Il y a l'odeur aussi. Et c'est pourquoi je ne suis pas tellement convaincu que l'ère des livres soit dépassée. Oui. Même vos histoires, là, bon, c'est bien. Mais les livres reviendront toujours. Toujours. Bon, ça c'est nécessaire. Bon. Il faut toucher un livre, une page, lire à haute voix, c'est sentir. C'est comme si on touche le corps le corps d'un homme, d'une femme, etc. Mais on a besoin, aujourd'hui, attention, des petits poussettes. Hein. Oui, oui, le numérique, Oui, on a besoin. Les réseaux sociaux. Oui. Parce qu'ils apportent beaucoup. Mais il faut savoir les gérer. Et ça peut. Le bien, c'est comme la langue. Oui. Le bon et le mauvais. La langue d'Ésope. Oui, tout à fait. Voilà. Vous voyagez toujours? Pas beaucoup. Pas beaucoup. J'ai été aux États-Unis. Je voyageais beaucoup. Bon, tout récemment, j'ai été aux États-Unis, j'ai été en France. J'étais au Bénin. Oui. Vous avez été accueilli triomphalement. J'ai été accueilli pas vraiment. Tapis rouge, plus ou moins. Oui, parce qu'ils me connaissent plus ou moins. Oui. Le Togo, c'est fini, vous n'êtes pas retourné. J'ai le Togo aussi. Ah non, je vais toujours au Togo. Toujours au Togo. Non, mais toute ma famille était entre le Ghana. Nous sommes partis du Ghana, Togo et Bénin. Oui. Et puis aussi les Yoruba. Moi, moins. Oui. J'ai dans la famille beaucoup de Yoruba aussi. Oui. C'est un conglomérat, n'est-ce pas? Une expression un peu ronflante, on peut dire Spero Stanislas Autotevi, c'est un homme qui a une culture bénino-planétaire. Ah, c'est vraiment très ronflant. Ouais. Non, Dites-moi. non, je crois que vraiment, je cherche partout. Il faut chercher partout l'homme. Et c'est important. Trouver l'homme, chercher l'homme. Et ça, il faut à tout prix, dans les démarches
dans les constructions, il ne faut jamais oublier que l'homme est le commencement et la fin des choses. Nous sommes ici dans votre maison, dans votre tanière de Ouagadougou. Il y a des personnages dans cette maison. Il y a des noms dans cette maison. Ah, il y a Bernard. Bernard qui est le grand, on va le voir tout à l'heure. Il y a Bernard, il y a Majordome, il y a Azeta, il y a le chauffeur, Samuel, il y a Annick, c'est Annick qui s'appelle. Oui. Appelez là-bas. Oui, mais on voit tout à l'heure. Oui. Vous êtes un homme fidèle. Oui. Le marchandome, par exemple, vous l'avez depuis une vingtaine d'années, une trentaine. Je sais pas. Une trentaine d'années. Je crois. Voilà. Ici, on l'a vu tout à l'heure, vous donnez des médicaments que vous buvez les yeux fermés, parce qu'il y a une confiance absolue. Oui, c'est vraiment il est mon médecin aussi, il est le tout. Le médecin. Quoi. Et puis un brin un peu dictateur, parce qu'il vous a dit tout à l'heure, non, vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça. Ben oui, il me gère. Vous avez votre environnement. Mon environnement que j'aime beaucoup, avec des gens qui sont... Mais si vous donnez l'amour, on vous le rend. Oui. Je crois que j'ai des relations très père-fils avec eux. Et ils le savent, ça. Oui. Vous avez mis combien de temps pour créer une bibliothèque comme ça? Bon, ça met du temps. Hein. Il y a au moins 5 ou 6 000 livres. Là. 6 000 livres, oui. Mais on les achète, et on les lit au fur et à mesure. Oui. Je les achète, je les lis tout de suite, et puis après je reviens, ça revient, et je retourne là-bas. Spéro Stanislas Adoteville, nous arrivons au terme de cet entretien. Philosophe, anthropologue, homme politique, homme de culture, géant. Vous n'aimez pas qu'on le dise. Parce que tu es plus grand que moi. Non, pas du tout. Vous êtes très. Il est plus grand que moi. Vous êtes très, très modeste. Il faut prononcer le mot correct. Vous êtes très, très, très modeste. Je ne sais pas ce que j'ai envie de... Est-ce qu'il y a une question que vous avez envie qu'on vous pose? Comment ça va? Comment ça va? On aurait pu commencer par ça, d'ailleurs. Voilà, exactement. Ouais. Non, il faut savoir aller loin. Un pas, 2 pas, et tenir. Gagner, 1 pas, 2 pas, et tenir pour gagner chaque pas. C'est beau. Ça, c'est Spéro Adoteville ou c'est de qui? C'est un mélange. C'est un mélange. Il y a du Kant dedans. Non, il y a du Césaire. Il y a du Aimé Césaire. Et puis, il y a du Birago Diop aussi dedans. Non, Birago Diop, c'est autre chose. Birago Diop, c'est sa pensée culturelle. Oui, lui, il disait aussi d'aller sur Humain. Le mort n'est pas mort, oui, pas aller dans les arbres. Dans l'Empire, mais quelque part, il dit d'aller sur Humain, qui va lentement, va sur Humain aussi. Ah, ben ça, c'est un machin. Qui va longtemps, va sûrement. Si. C'est partout. C'est universel, en fait. Universel. Ouais. Vous avez connu Aragon? Aragon? Oui, ben, je l'ai connu, personnellement, j'ai connu sa femme aussi. Je parle de ça parce que vous aimiez aussi les pièces de théâtre. Vous aimez le théâtre? Non, j'aimais la poésie. La poésie? Le théâtre, oui. Oui. En fait, Aragon, c'est surtout la poésie. Oui.